Chers amis auditeurs, chers fidèles auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver. J'ai choisi de vous offrir aujourd'hui une émission avec un thème particulièrement d'actualité, puisque le thème de cette émission est le suivant. Au cœur de l'Europe centrale, de la confrontation stratégique au conflit ouvert. Comment imposer les voies de la raison ? Et pour traiter d'un tel sujet, j'ai trois invités dans le studio qui sont respectivement Pierre Hillard, docteur en sciences politiques, auteur d'ouvrages de géopolitique dont l'Atlas du mondialisme, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial et Chronique du mondialisme. Il a écrit bien d'autres ouvrages, il pourra éventuellement les citer tout à l'heure s'il le souhaite. Et puis à ses côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Rousset. Marc Rousset est un ancien d'HSC, docteur en sciences économiques, MBA de l'Université de Columbia, essayiste, et on lui doit plusieurs ouvrages, dont La Nouvelle Europe de Charlemagne, préfacé par Alain Perfit, Les Euroricains, préfacé par Yvon Gattaz, La Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou, et tout récemment, c'est son dernier ouvrage, je crois, Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie. Et mon troisième invité, il est mon invité quasiment permanent, c'est Jean Larmande, ingénieur civil des ponts et chaussées, secrétaire général du Cercle Renaissance et de la Société française de géopolitique. Et puis, vous le savez, je commence chacune de mes émissions par mon invité permanent. Mon invité permanent, vous le connaissez, il s'appelle Jean de La Fontaine. Il nous offre sa fable 13 du livre 1 qui s'intitule « Les voleurs et l'âne ». Et je vous en donne lecture. Pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coups de poing trottaient et que nos champions songeaient à se défendre, arrive un troisième larron qui saisit maître Aliboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel ou tel prince, comme le Transsylvain, le Turc et le Hongrois. Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois. Il en est assez de cette marchandise, de nul d'eux n'est souvent la province conquise, un quart voleur survient qui les accorde net en se saisissant du baudet. Voici Jean de La Fontaine qui nous offre toujours des exemples merveilleux et qui prête à sourire, mais se cache derrière ce sourire souvent une analyse extrêmement sérieuse. Avant d'aborder le thème donc, de cette émission, dont je rappelle le titre, au cœur de l'Europe centrale, de la confrontation stratégique au conflit ouvert, comment imposer les voies de la raison, je vais vous apporter quelques informations sur le Cercle Renaissance que j'anime depuis plus de 50 ans. Et dans le cadre du Cercle Renaissance, nous organisons le mercredi 31 mai prochain un dîner sur le sujet qui fut d'ailleurs le sujet de mon avant-dernière émission, qui rejoint le sujet d'aujourd'hui, conflit Russie-Ukraine, comment faire prévaloir la diplomatie. Et pour ce dîner amical du 31 mai, j'aurai comme orateur Michel Blin, professeur d'histoire, lequel d'ailleurs était intervenu au micro de Radio Courtoisie sur ce même thème, et puis sans doute quelques personnes aussi bien d'Ukraine que de Russie. Voici donc pour le mercredi 31 mai. Attention, il y a très peu de places, c'est limité à 35 ouverts. Nous sommes déjà 25 inscrits. Si vous êtes intéressé, je peux vous proposer éventuellement de vous assurer de places disponibles en téléphonant à Jean Larmande, qui est à mes côtés ici. À Jean Larmande, son téléphone est le 06 07 34 09 60. Ceci, ce sera pour le 31 mai. Et puis, un peu plus tard, le 21 juin, nous fêterons la réouverture de nos locaux. Vous savez que nos locaux ont été incendiés le 5 février 2022. Ils sont maintenant quasiment remis en état. Et donc, nous allons procéder à une réouverture le 21 juin prochain à partir de 19h dans nos locaux qui se situent 138 rue de Tocqueville à Paris 17e. Voilà donc et la participation aux frais. Pour le dîner, c'était 36 € et pour le cocktail, c'est 30 € à l'ordre du Cercle Renaissance. Inscription à adresser au Cercle Renaissance, 138 rue de Tocqueville, Paris 17e.
Et puis je vais vous passer la parole maintenant à notre ami Jean Larmande, qui est secrétaire général du Cercle Renaissance, pour qu'il évoque en quelques mots notre prochain voyage. Vous savez que chaque année, nous essayons d'organiser des voyages avec un intérêt géopolitique. Notre prochain voyage, qui se situera du 16 au 17 octobre prochain, du 6 au 17 octobre prochain, a pour objectif l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan qui a un intérêt majeur puisqu'il se trouve au confluent et se trouve à courte distance à la fois de la Chine, de l'Inde, de la Russie et du monde musulman. Donc l'Ouzbékistan du 6 au 17 octobre, mais j'attire l'attention de ceux qui seraient éventuellement intéressés par la participation à ce voyage sur le fait nous faut réserver les places d'avion extrêmement rapidement, parce qu'il n'y a que très peu de vols directs Paris-Tachkent. Voilà, je passe la parole à Jean Larmande. Oui, donc nous sommes dans la phase, disons, j'espère finale de l'organisation de ce voyage. Donc, je crois que j'avais déjà communiqué, il s'agit d'une visite de l'Ouzbékistan d'ouest en est, puisque nous prévoyons de partir de Paris le 6 par un vol direct de Uzbekistan Airlines jusque dans l'ouest du pays, à Olench. Nous allons visiter ensuite Khiva, puis les petites villes de l'intérieur, puis prendre l'avion pour Bukhara. Et pour Bukhara. Et ensuite, nous allons visiter le Samarcande et terminer par Tachkent et un vol direct au retour. Nous sommes bien avancés. Le problème est qu'il faut s'y prendre vite maintenant parce que, comme il n'y a que 2 vols hebdomadaires directs d'Uzbekistan Airlines vers l'Ouzbékistan, que les vols via la Russie sont bien évidemment possibles entre la Russie et l'Ouzbékistan, mais plus entre la France et la Russie, et que la seule solution serait un vol via Istanbul, oui, par Turkish Airlines, mais dont on n'est pas certain d'avoir des places, etc., et surtout des escales très longues. Donc, il faut réserver ça. Mais malheureusement, notre problème aujourd'hui, c'est que Uzbekistan Airlines, sous le prétexte de la hausse des carburants, fait monter les et de sa position de monopole, fait monter les enchères. Donc on est sur un problème de prix qui commence à évoluer vers le haut et qui se promène au-dessus de 3 000 euros, autour de 3 000, visons de l'ordre de 3 500 euros. Ça va dépendre du nombre de participants et puis des coûts d'assurance, parce que le tout, il faut prévoir une assurance rapatriement pour le cas où on aurait ne serait-ce qu'une maladie intestinale ou autre, en fonction de l'hygiène sur place, de l'eau, etc. Donc prévenez-moi, vous avez mon numéro de téléphone, là, 06 07 34 09 60. Mon adresse internet, c'est jean.larmande, vous l'aviez eu, @l'alliance.com, LA2LIANCE.com, et prévenez-moi rapidement. Alors, il n'y a pas de besoin de visa, mais d'un passeport valide, et donc, en me communiquant ça, envoyez-moi en même temps votre numéro de passeport et votre date de naissance. Voilà, je remercie vivement Jean Larmande. J'attire l'attention des auditeurs sur le fait qu'il nous faut bloquer ces places d'avion avant l'été, bien évidemment. Donc, régler, oui, que les inscriptions soient prises courant mai pour que nous ayons des arts qui nous permettent de bloquer les places d'avion au mois de juin. Oui, et donc il faudra le prix des places d'avion, selon se promène autour de 1300-1500 euros. Donc il faudra prévoir de pouvoir nous virer ces fonds, disons, dans le courant du mois de juin. Voilà, je remercie beaucoup Jean Larmande. L'intérêt évidemment de cette destination, c'est un intérêt géographique, un intérêt géopolitique, évidemment dans le contexte actuel, particulièrement important, à côté de l'Inde qui devient maintenant le pays le plus peuplé au monde. Voilà. Alors je reviens donc sur le thème de notre émission et nous allons écouter successivement Pierre Hilard et Marc Rousset. Pierre Hilard, docteur en sciences politiques, auteur d'ouvrages de géopolitique, dont de nombreux ouvrages de géopolitique. Et puis Marc Rousset, ensuite, ancien d'HEC, docteur en sciences économiques, MBA de l'Université de Columbia, auteur également de nombreux ouvrages. Le thème au cœur de l'Europe centrale, de la confrontation stratégique au conflit ouvert, comment imposer les voies de la raison.
Pourquoi j'ai défini ce titre? Pourquoi est-ce que j'ai écrit de la confrontation stratégique au conflit ouvert? Eh bien, parce que, évidemment, avant que ne démarre ce malheureux conflit, eh bien, il y a une montée en puissance de confrontation stratégique, dans un contexte où, nous le savons, la Russie a eu toujours une crainte d'encerclement, depuis toujours, à considérer qu'elle était encerclée par les pays dits du monde libre à l'époque, et puis confrontation stratégique parce que il y a eu, comme je rappelle les paroles du pape François, il faut que l'OTAN cesse d'aboyer aux portes de la Russie. Eh bien, cette confrontation stratégique d'une Ukraine qui a fait les yeux doux du côté de l'OTAN et qui veut s'intégrer à l'Europe, évidemment, était un coup de poignard pour une volonté de renaissance de la Russie dans l'esprit de ce qu'était la Russie tsariste, c'est-à-dire l'Empire russe, composé principalement en son cœur de ce qu'est la Russie proprement dite, la Biélorussie et l'Ukraine, les trois pôles, les trois éléments qui appartenaient à la même nation, mais qui s'étaient distingués essentiellement pour avoir 3 sièges au sein de l'ONU, il faut le rappeler, parce que tout cela est assez artificiel, alors même qu'il y a de très nombreuses familles qui sont à la fois à moitié ukrainiennes et à moitié russes. Il y a énormément c'est la même population. C'est donc vraiment une guerre civile avec tous les drames d'une guerre civile. Alors je passe maintenant la parole à notre ami Pierre Hilard. Pierre Hilard, j'aimerais que vous disiez ce que vous pensez du titre de cette émission et comment vous voyez les choses. Alors c'est un titre au cœur de l'Europe centrale, donc la confrontation stratégique au conflit ouvert, comment imposer les voies de la raison. Alors comment imposer les voies de la raison lorsqu'on a affaire à des Anglo-Américains fanatiquement engagés dans une guerre contre la Russie? Il y a l'expression, vous savez, on parle des élites américaines comme les Straussiens par rapport à Léo-Strauss, et il y a une haine du monde anglo-saxon depuis des générations à l'égard de la Russie. Il ne faut jamais l'oublier, dans ce sens que, par exemple, vous avez eu la fameuse guerre de Crimée dans les années 1850, au temps de Napoléon III, où là, l'Angleterre menait une guerre farouche contre les intérêts russes, qui voulaient descendre vers les mers chaudes, et puis Napoléon III, qui a été, je l'appelle un peu le Macron de l'époque, a suivi la politique de la reine Victoria et de ses élites. Et cette politique anglaise a toujours perduré durant le XIXe siècle, puisque vous avez eu une lutte qui a commencé, pour être précis, à partir de 1813 et qui s'est terminée avec une pause en 1907, une convention anglo-russe pour fixer une frontière des zones d'influence entre les Indes britanniques et le monde russe avec la région de l'Iran, le Tibet, ces coins-là. Et donc, entre 1813 et 1907, il y a eu une bagarre entre Russes et Anglais. Je rappelle que la défaite navale russe en 1905, la bataille navale de Tsushima, face aux Japonais, il faut savoir que les Anglais, et quand je dis les Anglais, donc le roi Édouard VII, qui a joué un grand rôle aussi dans cette histoire avec toutes les élites anglaises de l'époque, ces personnes ont joué un rôle clé dans la modernisation de la flotte japonaise pour ensuite... Et ça a été un traumatisme pour la Russie. Pour la balancer contre le monde russe. Tsushima. Donc défaite navale. Et 1905, c'est aussi une révolution qui déjà annonçait ça de 1917, qui elle allait être définitive. Et pourquoi cet événement de 1905 est très important, outre la défaite navale russe face aux Japonais? Eh bien, cela affaiblit le tsar, Nicolas II, qui a dû faire des concessions. Et quand je dis concessions, c'est permettre, entre autres, et là je vais apporter une information, parce que je sors un livre au mois de juin aux éditions Culture et Racines sur la Russie. Quel sera le titre? Le titre est arrêté? Le titre est arrêté, donc édition Culture et Racines, le titre « Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine ». Et qu'est-ce qui s'est passé en 1905? Eh bien, en raison de l'affaiblissement du pouvoir impérial russe avec la défaite, les troubles intérieurs, défaite, oui, Tsushima, et puis les problèmes intérieurs, eh bien, la franc-maçonnerie a été rétablie en 1905. Et il faut savoir que c'est le Grand Orient de France,
athée, parce que vous avez la maçonnerie déiste avec une représentation très vague où chacun y trouve son compte. C'est la franc-maçonnerie française, le Grand Orient de France, qui en la personne de deux vénérables, l'un s'appelait Georges Boulet, l'autre André Saint-Chol, ont joué un rôle clé en liaison avec les élites russes, les princes russes, et je pense à un en particulier, qui s'appelait Nikolai Nikolaïevitch, qui était en 1914 le chef suprême de l'armée impériale russe, pour vous dire que ce Nikolai Nikolaïevitch, lui et d'autres, étaient plongés dans le martinisme. Le martinisme, c'est une hérésie de la gnose. La gnose, c'est la connaissance, qui est absolument antichrétienne. Je rappelle qu'on est sauvé par la foi. Quand le Christ dit va, ta foi t'a sauvé, il ne dit pas va, ta connaissance t'a sauvé. Voilà, c'est la gnose est à combattre. Et donc, ça a marqué le monde russe. Et évidemment, ça a donné des ailes pour, j'allais dire, affaiblir la Russie. La révolution de 1917 a été l'estocade finale. Et vous allez voir, je me rapproche peu à peu de la situation. Vous avez donc le régime stalinien qui s'impose en l'Union soviétique, avec une bagarre auparavant dans les années 20 entre Trotsky et Staline. Et il faut comprendre cette bagarre, parce que Trotsky voulait une révolution d'ordre planétaire, sanglante, et Staline, lui, avec un fond messianique. Alors que Staline, lui, voulait une révolution, certes bolchevique, mais restant au niveau national, sans la référence messianique, spirituelle, pour faire court, qu'avait Trotsky, Bronstein. Et c'est la victoire de Staline qui a permis d'évincer Trotsky. Et je dis toujours qu'on a eu, alors je mets évidemment des guillemets, la partie douce, parce que le communisme est resté au niveau national avec Staline, qui certes voulait l'étendre, et l'a étendu après 1945 avec un glacis en Europe centrale en particulier, mais il n'y avait pas cette vision spirituelle messianique qu'avait Trotsky. Donc dans le degré de mal, on a eu la version douce, je mets des guillemets bien sûr. Et l'Ukraine, donc dans la situation actuelle, était déjà évoquée dans les années 30, et vous avez, je l'ai publié, j'ai publié la carte dans la réédition de mon livre Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation aux éditions Culture Racine. Vous avez eu au mois de mars, 14 mars 1939, la fameuse revue américaine Look, qui est un tirage de plusieurs millions d'exemplaires, qui a publié une carte de l'Ukraine, donc je dis bien mars 1939, avec à l'est de l'Ukraine, en arrière-fond Staline, à l'ouest ou à gauche de la carte, côté européen, la tête, le profil d'Adolf Hitler, et donc l'Ukraine au milieu, et le titre c'était « La prochaine guerre mondiale aura lieu en Ukraine », mars 1939. Ce qui est vrai, puisque les buts hitlériens, c'était la fameuse conquête des territoires de l'Est, et entre autres, le contrôle des terres riches agricoles ukrainiennes, avec le fameux, à partir de l'invasion de l'Allemagne nazie, donc de l'Union soviétique en juin de 1941, le fameux Generalplan Ost, qui était un plan de colonisation des terres ukrainiennes, biélorusses, etc., avec soit expulsion des populations russes, soit leur mise en esclavage, les populations juives soit expulsées, soit fusillées, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, c'était un véritable massacre. Et donc, pour vous dire que l'affaire ukrainienne, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ancien. Et j'arrive donc à notre époque. Il faut savoir que, je fais court pour laisser ensuite la parole à Marc Rousset, il faut savoir que l'Ukraine est un territoire qui a été cité par Brzezinski, qui a été très longtemps un conseiller des présidents américains, Jimmy Carter et Obama. Oui. Et dans son bouquin de 1997, il disait bien que la perte de l'Ukraine serait une catastrophe pour la Russie, puisque cela lui ferait perdre son rang d'empire. Et donc toute la politique américaine et allemande, parce que les élites allemandes jouent un grand rôle. Et à titre, voyez-vous, pour comprendre la situation actuelle, il faut toujours avoir une vue longue du passé. Et je vais vous apporter une information clé. Dans mon livre, mon nouveau livre qui sort au mois de juin aux éditions Culture Racine, donc les permanences de la géopolitique et la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine, j'ai lu, il y a un beau bout de temps de ça, les mémoires du chancelier Bismarck qui s'intitule Pensées et souvenirs. Et il raconte dans les années 1850 qu'il y a au sein des élites allemandes deux factions. Une faction pro-russe, et Bismarck était au sein de cette faction pour
une entente avec le monde russe. Il disait qu'il fallait surtout pas se mettre à dos le monde russe. Et une autre faction, une autre élite allemande, elle, violemment anti-russe et qui voulait le démembrement, c'est le mot utilisé par le chancelier Bismarck, le démembrement de la Russie entre, alors il utilise les termes des années 1850, entre la Grande Russie, c'est-à-dire la Russie, Moscou là, et tous ces territoires alentours, et la Petite Russie, le terme de l'époque pour dire Ukraine. Absolument. Et donc, et d'ailleurs, il s'insurge et il précise, je rappelle, dans les années 1850, enfin il a écrit ses mémoires à la fin de sa vie, mais là il évoque des années 1850, que cette politique de démembrement voulue par une faction des élites allemandes était soutenue par qui? Par les Anglais. Voilà. Et donc j'ai recopié les passages donc des mémoires du chancelier Bismarck, et c'est d'une modernité parce que on est aujourd'hui en plein dans cette politique. J'apporte cette petite information que vous savez le début, mais peut-être pas la suite. C'est que vous avez la fameuse carte du démembrement de la Russie qui est parue, qui a été publiée de la part d'organismes qui s'appellent par exemple Euromaidan Press, etc. Et donc une carte de démembrement, d'éclatement de la Russie. Mais quand on s'intéresse au soutien de cette politique, entre pour Euromaidan Press, qui trouve-t-on? L'ambassade de Grande-Bretagne à Kiev. Comme par hasard. Et je me suis dit vraiment, d'où le mot, les permanences de la géopolitique, de la mystique, etc. Parce que vraiment, il y a une permanence du monde anglo-saxon à vouloir écraser la Russie, à la démembrer. Voilà. Je crois qu'il faut également, mais c'était un peu le rôle de notre ami, Michel Blin, qui l'avait évoqué lors de ma précédente émission, évoquer le fait que l'Ukraine a connu des modifications de frontières successives. Enfin, ce qu'est aujourd'hui l'Ukraine, qui était hier la Russie, il faut être tout à fait clair. Mais une partie a été prise par la Pologne, une partie a été prise par la Tchéquie, par essentiellement la Pologne. Essentiellement la Pologne, l'Autriche-Hongrie. Oui. Et donc tout cela est assez artificiel. La République des deux nations couvrait la partie ouest, presque jusqu'à Odessa, pas loin, territoire polonais, mais territoire ukrainien. Alors, avant de passer la parole à Marc Rousset, je vais vous poser une question un peu iconoclaste. Est-ce que dans cette affaire, finalement, Poutine ne s'est pas fait piéger au même titre que Saddam Hussein s'était fait piéger avec l'affaire du Koweït, dans la mesure où la femme ambassadeur des États-Unis en Irak avait dit à Saddam, qui se plaignait du fait que le pétrole pompé par le Koweït allait chercher du pétrole par voie dérivée dans la région de Bassora en Irak. La femme ambassadeur des États-Unis avait dit à Saddam, il n'est pas question pour nous d'intervenir si vous intervenez auprès du Koweït. Et puis, ce qui s'est passé récemment, qui est à mon sens une erreur tragique de la part de Vladimir Poutine, à savoir excéder de passer au conflit ouvert, mais au terme d'une usure permanente et ça rejoint un petit peu ce que disait La Fontaine, non pas de l'Ukraine, mais de ce qui est derrière l'Ukraine, à savoir en particulier cette alliance atlantique et les États-Unis. Donc j'aimerais que vous me disiez s'il y a une corrélation entre le piège de Saddam, dont a été victime Saddam, et le piège dont a été victime Vladimir Poutine. Alors, une chose est sûre, Vladimir Poutine a subi des pressions de la part des remarquez, ma question est iconoclaste. Voilà, dans ce sens qu'il y a des moments, on vous impose tellement de sanctions, on vous enquiquine, pour pas utiliser un autre verbe, tellement qu'on vous force à commettre ce geste que vous ne feriez pas. Je vais vous citer un exemple. Vous avez eu, l'information est peu connue, mais elle est archi-officielle, surtout que je l'ai conservée. Dans les années 2004, vous avez, il est mort maintenant, le secrétaire d'État américain de l'époque, ministre des Affaires des étrangères, Colin Powell, qui a publié un rapport qui a été, à ma connaissance, relaté uniquement dans un journal allemand qui dépendait du Financial Times. Ce journal allemand s'appelait le Financial Times Deutschland. Et en fait, il n'existe plus, il a arrêté en 2012. Et cet article était l'avenir de l'Europe selon les plans américains. Je n'ai plus le titre exact.
Et Colin Powell disait qu'il fallait, pour 2010, donc article qui datait de 2004, pour 2010, que les États balkaniques, la Turquie et l'Ukraine soient intégrés à l'Union européenne et à l'OTAN. Vous vous rendez compte ? Et tout devait être clos pour 2010. Et donc, Poutine était parfaitement au courant de ces choses-là. Et évidemment, tout ce qui s'est passé, les fameuses révolutions oranges, qui en fait étaient entre autres soutenues par un think tank américain qui s'appelait le German Marshall Fund, eh bien, Poutine voyait bien qu'on faisait tout pour arracher l'Ukraine, en particulier à la sphère d'influence russe. Surtout, je rappelle que l'Ukraine est un territoire historiquement russe, qui fait partie de la civilisation russe. Ça, je veux dire, c'est presque une vérité de la palisse, mais on est presque obligé de le dire que l'eau mouille et le feu brûle, tellement bon. Et donc, bien comprendre que la Russie a été contrainte, je rappelle toujours ce point clé, c'est pas l'Ukraine, mais c'est la Biélorussie, et je m'arrête après, c'est que dans les années 2000-2001, le représentant de l'OCDE, donc l'Organisation pour la coopération et la défense en Europe, pour la Biélorussie, était un Allemand qui s'appelait Hans-Jörg Wick, W-I-E-C-K. Et donc le représentant de l'OCDE, l'OSCE, pardon, excusez-moi, la sécurité en Europe, l'OSCE, cet Allemand, Hans-Jörg Wick, qui donc promouvait la démocratie, les droits de l'homme en Biélorussie et indirectement aussi en Ukraine, était, dans les années 80, le patron des services secrets allemands, le BND. Ah aussi, Loukachenko, ça lui grattait un peu la gorge, parce qu'il disait j'ai lancé un patron de service secret allemand qui me fait la morale pour les droits de l'homme, la démocratie, à la tête de l'OSCE, Biélorussie. Il a été foutu à la porte. Donc pour vous dire qu'il y a une pression occidentale, germano-anglo-saxonne, et à un moment donné, quand on met le couteau dans le dos, eh bien, c'est pas pour excuser Poutine, mais il y a des méthodes tordues qui vous incitent à franchir le pas. Oui. Oui. Alors je me retourne vers Marc Rousset, que je sentais bouillir avant qu'il ne fasse son intervention sur le fond, parce que je m'oppose frontalement à vos craintes. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, si on regarde, on ne peut pas se prononcer sur l'Ukraine lorsqu'on ne connaît pas l'histoire de l'Ukraine. Or, moi, je pèse mes mots, j'ai lu l'histoire de l'Ukraine plusieurs fois. Il faut partir du principe que l'Ukraine, c'est la Russie. C'est que les gens n'ont pas compris. C'était en 800 et des poussières. Hein. Il faut savoir que l'Ukraine a été fondée par un descendant des Rucrides. Et ce sont des gens du Nord qui venaient de Novgorod, qui ont fondé les Rucrides. N'est-ce pas ? Donc, ce qu'on appelle l'Ukraine, la Rousse de Kiev, c'était la Russie. Et puis, cette Rousse de Kiev, elle rassemblait, il y avait un seul monde, qui était le monde russe, qui allait de Novgorod avec la Biélorussie et l'Ukraine actuelle. Et puis, bon, alors l'histoire, on pourrait en parler pendant des heures, parce que... Voilà. Deuxième remarque fondamentale, je dis bien fondamentale, et où je m'oppose avec un argument frappant, je pense même, je m'excuse du côté présomptueux de ce que je vais vous dire, mais qui est un argument qui tue selon moi. C'est que Poutine a évité de faire l'erreur qu'a fait la France en 1936, lorsque Hitler a envahi la Rhénanie. Ça a été une faute stratégique monstrueuse qui nous a valu 10 millions de morts, 10 millions de morts, alors qu'il fallait absolument, et Hitler n'a jamais compris pourquoi la France n'est pas intervenue. Ça a été un de ses plus grands coups de poker qu'il a joué, il l'a reconnu lui-même. Le général Gamelin a prétexté qu'on n'avait pas d'aviation, soi-disant. Bon, il a montré ensuite, en mai-juin 40, à quel point il a pu faire des erreurs stratégiques monstrueuses, alors que la France était hyper informée. Donc, l'idée, c'est que Poutine, pour moi, a été au contraire un homme intelligent et surtout un homme courageux. Alors je me permets de citer aussi, pour montrer à quel point je suis et je comprends Poutine, en parlant de votre serviteur qui vous parle en ce moment, c'est qu'une semaine, je dis bien une semaine avant l'intervention militaire en Russie, j'étais sur TV Liberté avec Philippe Ronda et Roland Hély.
Et je me suis permis de dire, c'est à quel point, depuis que j'ai écrit La Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou, ça fait 20 ans que je suis le problème. J'étais moi-même en Russie en 2018 pour faire un voyage, justement, on aurait dit que je pressentais cette guerre pour interroger les Ukrainiens et me pénétrer. Donc j'étais sur le terrain avant même que les événements explosent. Eh bien, je pèse mes mots. Et je veux dire pourquoi je pense pouvoir faire preuve de crédibilité, ou tout au moins d'un minimum de vision. C'est qu'une semaine, vous pouvez m'écouter sur TV Liberté, il y a peu de gens qui, je crois, en France ont même pu parler comme j'ai pu le faire. J'ai dit la chose suivante. Alors que 90% des géopoliticiens disaient que la guerre était peu probable, etc. Moi, j'ai dit que la guerre était parfaitement possible, mais je me suis surtout permis d'ajouter, écoutez, mes paroles, elles sont là, c'est que si Poutine n'avait pas le courage, une semaine avant, je ne savais même pas s'il y aurait la guerre, d'intervenir militairement en Russie, pour moi, ce ne serait plus un grand homme d'État. C'est ce qui vous permet de comprendre à quel point je situe le problème. Et là, je répondrai. Là, j'interviens suite à la remarque que vient de faire le président Michel de Rostelan. Et ensuite, dans les petites minutes qui me seront accordées, je me permettrai de vous faire une présentation en ce sens. Pourquoi j'ai pu intervenir en ce sens avant même l'intervention militaire, en la souhaitant, alors que je suis comme tout un chacun ici, Michel de Rostelan et moi-même en sommes convaincus, nous n'aimons pas la guerre pour le principe, nous voulons la paix, n'est-ce pas? Mais le problème de fond dans toute cette histoire-là, comme ce que les gens doivent comprendre, que ce que l'on doit incriminer, ce n'est pas celui qui agresse, ce n'est pas celui qui déclenche d'une façon formelle et d'une façon apparente la guerre, mais c'est celui qui est à l'origine de la guerre. C'est ça le problème. Et ça, c'est ça répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui. Et là, je vais me permettre après, dans mon intervention, de vous dire pourquoi. Voilà. C'est le titre. Je me tais et je laisse la place à... je crois que Jean Larmand veut intervenir aussi. Un mot là-dessus. Dans la question que nous posons, c'est comment imposer les voies de la raison. Et très honnêtement, moi je dis, c'est impossible. Parce que là aussi, c'est que l'agresseur, in fine, ce sont les États-Unis, et que l'objectif n'est pas du tout l'Ukraine. L'objectif, c'est le contrôle de l'Union européenne occidentale. Donc et c'est là où je suis très pessimiste. Et la destruction de la Russie, je me permets d'ajouter ça. Mais ça, c'est le moyen. Mais ça, c'est le moyen. C'est l'objectif aussi. Hein. Non, il y a double objectif. Le moyen pour contrôler sans oublier je vous suis, mais je sans pense oublier les roues de la soie. Parce que les roues de la soie, donc terrestres et maritimes, et terrestres en particulier, passent donc par l'Asie centrale, entre l'Ouzbékistan, Kazakhstan, mais l'Ukraine et la mer Noire. Et évidemment, avec tous les conflits et tous les troubles dans cette région, les roues de la soie chinoises prennent une claque. Et donc, pour la Chine, c'est un problème, parce que ça, c'est une répercussion d'ordre économique, et que les anglo-saxons ne veulent surtout pas, de fait du géopolitologue anglais, Mackinder, que la Russie puisse étendre et former un bloc eurasien, parce qu'il faut voir aussi cette volonté de mettre un bloc eurasien. Je rappelle quand même, dans un article écrit par Vladimir Poutine en 2011 dans Izvestia, dont j'ai reproduit l'intégralité du texte avec la traduction, Poutine veut mettre en place une union eurasienne supranationale. Alors j'interviens et je vais redonner ensuite la parole à Marc Rousset pour sa présentation générale, mais j'interviens parce que récemment, dans les médias français sont tous vont tous dans le sens, ou la plupart dans le sens de l'Ukraine, et omettent de souligner les responsabilités initiales. Et j'ai entendu encore hier à la radio ou à la télévision, je ne sais plus, on évoquait le fait que la Russie aurait été vassalisée ou serait en cours de vassalisation par la Chine. Ce qui est absolument ahurissant, puisqu'en vérité, c'est l'Europe qui est
en vassalisation des États-Unis. Et il faut quand même revenir, et je reviens au titre de cette émission, au cœur de l'Europe centrale, de la confrontation stratégique, au conflit ouvert, au cœur de l'Europe centrale. Pourquoi ? Parce que la Russie est une nation européenne. Plus de 80% de la population russe est européenne. Il faut également souligner la série d'humiliations dont a été victime la Russie depuis qu'elle s'est libérée du bolchevisme, du marxisme. Elle a voulu intégrer l'Europe et elle s'est fait renvoyer. Il y a eu le problème de la Libye. On a arraché un vote d'abstention et non pas un vote d'opposition à la fois de la Russie et de la Chine pour l'affaire de l'intervention contre Kadhafi, dont il faut reconnaître qu'au moment où Kadhafi s'occidentalisait et bloquait l'immigration subsaharienne, eh bien on a déglingué au prétexte des fameux printemps arabes dont on voit la somme de drames qu'ils ont entraînés dans différents pays. Et donc toutes ces humiliations. Alors il y a eu également évidemment l'affaire du Kosovo qui a été enlevée, arrachée à la Serbie. Je rappelle qu'il y a eu quand même plusieurs centaines d'églises et de monastères brûlés, détruits au Kosovo. Et puis, voici quelque temps, plusieurs régions de l'Ukraine actuelle, à savoir la Crimée d'une part, d'autre part le Donbass, ont manifesté, la population de ces pays a demandé plus d'autonomie et a voulu souligner le fait qu'elle était russe. En tous les cas, la population de Crimée a toujours été majoritairement russe, démographiquement majoritairement russe, très largement. Et il en était de même pour le Donbass qui demandait un statut de république autonome, dépendant éventuellement de l'Ukraine, mais avec une certaine autonomie. Ça a été refusé. La Crimée, où nous sommes allés à plusieurs du Cercle Renaissance, voici quelque temps, la Crimée a manifesté c'est le gouvernement actuel de Crimée et son Parlement sont les mêmes que ceux de l'époque de l'Ukraine. C'est eux qui ont choisi de réintégrer, ils étaient sous forme de République autonome de Crimée, de se rattacher à la Russie, ce qu'ils ont fait confirmer par un référendum qui a donné d'ailleurs les plus gros et les meilleurs scores de toute la Russie en faveur de Vladimir Poutine. Donc il faut rappeler cette succession d'humiliations dont la Russie a été victime et comment s'étonner ensuite de l'énervement de la Russie à l'égard du monde occidental manœuvré par les États-Unis. Marc Rousset, vous avez la parole. Oui, alors, sur le plan géopolitique, la Russie est aussi européenne, car le centre de gravité, comme on dit, la tête de la Russie penche du côté de l'ouest. N'oublions pas que Moscou est à l'ouest, et que je dirais que la Russie est géographiquement eurasiatique, mais par sa population, vous avez plus de 100 millions de Russes qui sont du côté à l'ouest de l'Oural, et vous savez que 40 millions de... Non, moins. Non, il y a 20 à 25 millions. Oui, et qui en diminution. En Asie, oui. Et il y a plus de 100 millions, 120 millions en Europe. Alors, je voulais donc reprendre le petit temps de parole qui est pour chaque invité. En revenant très rapidement sur ce qu'a dit notre ami Pierre Hilard, mais effectivement, c'est ne pas oublier que la première raison profonde, c'est ce qu'a pu dire Mackinder, c'est le combat des puissances de la terre et de la mer qui a commencé, comme vous l'avez souligné, à l'origine par le conflit. Ce que nous vivons actuellement dans la guerre en Ukraine, c'est la suite de l'affrontement de l'Angleterre victorienne contre la puissance russe. Sinon, et cette opposition aussi entre les puissances de la Terre, c'est-à-dire le Heartland, comme on disait, la Russie est une puissance tellurienne, c'est une puissance de la Terre, alors que l'Amérique, ne l'oublions pas, et comme l'Angleterre, c'est une île. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est un très grand territoire, mais à l'ouest, vous avez le Pacifique, et à l'est, vous avez l'océan Atlantique.
Une autre, donc ça c'est l'origine profonde, fondamentale, car dans les buts, comme je le soulignais suite à l'intervention de Jean Larmande, pour moi, je dirais même que le but premier n'est pas du tout, je vais même peut-être plus loin, c'est au moins égal, c'est-à-dire la destruction de la Russie, est aussi importante, si ce n'est peut-être plus importante, selon moi, que la mainmise là chacun sa vérité, que la mainmise de l'Amérique sur l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est l'origine profonde, c'est l'origine historique. Mais j'ai été choqué, je vous coupe une seconde. J'ai été choqué, vraiment heurté par le fait que, me rendant à Tbilissi, en Géorgie, dans des différents pays comme cela, j'ai vu que c'était le même bureau, le même local, qui était la représentation officielle de l'Union européenne et de l'OTAN, avec les deux drapeaux et avec systématique. Mais d'ailleurs, et on a retrouvé ça dans un certain nombre d'anciens pays, qui étaient des anciens pays satellites de l'Union soviétique. C'est la représentation commune de l'OTAN et de l'Union européenne, ce qui est quand même souligné, ce que nous disions tout à l'heure. L'Union européenne est le marchepied de l'Amérique. Voilà. Au lieu, on a fait une Europe qui est une idée française pour défendre l'européanité. Et là, nous avons échoué parce que nous avons des traites comme le président Macron actuellement, c'est qui vient d'imposer l'anglo-américain, n'est-ce pas? C'est lui avec la von der Leyen. Il y a un coup d'état linguistique qui est fondamental, dont on ne parle pas. Mais tout le monde parle anglo-américain à Bruxelles depuis que M. Macron est au pouvoir en France. Hein. Et c'est lui qui a mis von der Leyen et c'est lui qui laisse faire tout ça, n'est-ce pas? J'ai vu aussi qu'à Versailles, je tenais à faire la fameuse, vous savez, la France, là, tenez-vous bien, tout est en anglais. Hein. Il y a pas, on n'affiche même pas. On fait venir les gens, soi-disant, pour on ne parle qu'anglais à Versailles. Vous voyez, c'est la prostitution. Bon, nous sommes dirigés par un traître à la France. Les choses sont claires. Alors, revenons donc à la mission d'aujourd'hui. La deuxième raison, c'est de cette confrontation, c'est des origines plus récentes. Au-delà des raisons historiques. Le but, vous l'avez souligné, c'est Brzezinski dans son fameux ouvrage le Grand Échiquier, n'est-ce pas, sorti en 1997, si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas, où il disait lui-même la Russie sans l'Ukraine ne sera jamais une grande puissance. Donc, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui a été écrit en 1997 par Brzezinski. Ça montre bien. Je voulais à ce sujet faire une deuxième remarque aussi assez croustillante qui m'a toujours j'en parlais lorsque je suis intervenu au Salon de la littérature russe tout récemment, c'est que l'ambassadeur russe, l'ambassadeur des États-Unis, qui s'appelait Strauss d'ailleurs à l'époque, lorsque le mur de Berlin est tombé, a envoyé une dépêche absolument effarante, si vous voulez, enfin vraiment croustillante à Washington, et il écrit, ça montre à quel point l'Amérique a ce but de vouloir détruire la Russie. Il dit, vous savez ce qui se passe actuellement, mais c'est véridique, hein, c'est Strauss qui parle, et qui envoie une dépêche à Washington. Vous savez ce qui se passe actuellement, on est en 1991, hein, lorsque c'est l'écroulement de l'URSS, c'est un peu après le chute c'est Gorbatchev qui quitte le pouvoir. Ce qui se passe actuellement, c'est pas du tout le fait que l'URSS est en train de s'écrouler, c'est que pour la première fois dans son histoire, l'Ukraine ne dépend plus de la Russie, n'est-ce pas? On voit à quel point, lorsqu'on lit ça, on comprend quelles sont les motivations cachées, quel est le désir secret de cette puissance maritime, n'est-ce pas? C'est le fameux combat d'Athènes contre Sparte, c'est-à-dire de détruire cette puissance qui est une puissance menaçante et qui a été toujours le désir de détruire cette puissance montante qui est la Russie et en même temps qui est la Chine. La deuxième raison, encore plus près du conflit, c'est ce qui s'est passé en 2014. N'oublions pas qu'il y avait à la tête, j'ai oublié son nom, c'était le chef de l'État, qui était le Premier ministre, ou le président de l'Ukraine de l'époque, qui était pro-russe, qui avait été élu démocratiquement dans les conditions démocratiques de l'Ukraine, dont on peut discuter avec un peu de corruption. Bref, il avait été élu démocratiquement, et ce monsieur a été sorti, a perdu le pouvoir alors qu'il était pro-russe, parce qu'il voulait effectivement faire entrer l'Ukraine dans l'Union eurasiatique, il voulait surtout pas aller du côté de l'Union européenne, par un coup d'État.
Maïland, je me suis baladé sur cette fameuse place du coup d'État, Maïdan, n'est-ce pas, a été préparé et ce qui a été reconnu officiellement par Victoria Nuland, avec le coût des fameux 5 milliards de dollars, George Soros et compagnie. On ne sait toujours pas qui a tiré sur la foule, il y a eu 80 morts et quelques, à Maïland. Moi, je pense personnellement que ce sont des gens, plutôt des milices nationalistes, qui, pour provoquer, causer des morts, c'est pas du tout le pouvoir, je pense, qui avait intérêt de tirer contre la foule à Maïland, n'est-ce pas? Donc n'oublions pas que le conflit a commencé en 2014, après un coup d'État américain, que ensuite on a trompé la Russie avec les fameux accords de Minsk, n'est-ce pas? Ce qui est reconnu aujourd'hui, urbi et torbi, par... Donc cette guerre, elle a commencé en 2014 avec 14 000 morts. Et donc Poutine, lui, lorsqu'il est intervenu, il a dû intervenir parce que la guerre était en cours et que d'ailleurs l'Ukraine menaçait d'intervenir en 2022 dans les provinces de l'Est. Alors, chers amis auditeurs, vous allez écouter à présent un bobino de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Mes chers amis, je vous rappelle maintenant le titre de cette émission, au cœur de l'Europe centrale, de la confrontation stratégique au conflit ouvert. Comment imposer les voies de la raison? Et chers amis auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostelan, et j'ai pour invité d'une part, Pierre Hillard, docteur en sciences politiques, auteur d'ouvrages de géopolitique, dont notamment l'Atlas du mondialisme, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial et Chronique du mondialisme. Et puis un nouvel ouvrage incessamment. Oui, le mois de juin, aux éditions Culture et Racines, les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine. Et je reçois également Marc Rousset, ancien d'HEC, docteur S sciences économiques, MBA de l'Université de Columbia. Vous avez été également à Harvard, je crois. Oui, je suis ancien de Harvard. Oui. Ancien de Harvard, essayiste, auteur d'ouvrages dont La Nouvelle Europe de Charlemagne, préfacé par Alain Perfit, Les Euroricains, préfacé par le regretté Yvon Gattaz. Non, il est toujours... Ah, excusez-moi. Non. Yvon Gattaz. Il a quelques années. Toujours vert. Et La Nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou. Et puis, très récemment, voici quelques mois, Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie, par Marc Rousset, paru aux éditions. Alors je vais vous donner, chers amis auditeurs, l'éditeur. L'éditeur s'appelle Les Éditions du Panthéon. Il se situe 12 rue Antoine Bourdelle à Paris 15e. Le téléphone de cet éditeur des Éditions du Panthéon est le suivant, 01 43 71 14 72. Voilà, donc c'est le dernier ouvrage de Marc Rousset, Comment sauver la France, avec comme sous-titre pour une Europe des nations avec la Russie. Et puis à mes côtés, Jean Larmande, ingénieur civil des Ponts et Chaussées, secrétaire général du Cercle Renaissance et de la Société française de géopolitique. Et maintenant que nous sommes à la moitié de l'émission, je vais donner la parole aux auditeurs. Alors, une série de questions. Ensuite, Jean Larmande également interviendra. Intervention d'auditeurs. Le président Zelensky avait donné l'ordre à son armée d'attaquer en mars 2022. Le président Poutine l'a devancé pour faire face à cette attaque. Ce décret d'août 2021 se trouve sur le site Investigation Action, site de Michel Collomb. Une auditrice, Jacob Schiff, banquier Schiff, SCHI2F, banquier américain, a-t-il soutenu les Japonais pour Tsushima et a-t-il donné des fonds à Trotsky avant son retour aux États-Unis? Un autre auditeur qui dit ceci. Ne faut-il pas élargir le point de vue sur les buts du conflit? Qui pourrait croire que la Russie pouvait accepter les bases américaines en Ukraine et une offensive ukrainienne sur le Donbass avec nettoyage ethnique des populations d'origine russe et des missiles hypersoniques futurs à 5 minutes de Moscou? L'Ukraine est donc le déclencheur choisi par les anglo-saxons pour des buts combinés en vue de sauver le dollar embourbé dans une dette abyssale et sa perte prochaine de monnaie de référence. Le premier but était de ruiner l'Europe industrielle comme le prouve le sabotage des gazoducs.
Ruiner l'Europe, c'est priver la Russie et la Chine de leur principal marché d'exportation, donc les déstabiliser et les ramener à leur rôle de station-service et de sous-traitants industriels, donc de devoir se rapprocher du dollar. Ce qui oblige la Russie à aller jusqu'au bout d'un conflit d'attrition qui devra aboutir à la démilitarisation de la bordure ouest de la Finlande à la Bulgarie, avec la provocation anglo-saxonne qui manipule un régime polonais agressif dans l'initiative des Trois Mers. Voici donc pour les premières questions. Dans un deuxième temps, Jean Larmande lira d'autres questions. Que vous en semble-t-il, Pierre Hillard et Marc Rousset, de ces interventions d'auditeurs? Alors, la question de cette personne au sujet de Jacob Schiff, ce banquier américain. Oui, effectivement, ce banquier américain, Jacob Schiff, a joué un très grand rôle dans le financement, la mise en forme de la marine de guerre japonaise, puisqu'il a fourni la somme colossale à l'époque de 200 millions de dollars. Voilà. Et donc, effectivement, et vous donnez l'information, c'est que la récompense japonaise, après la victoire donc du Japon sur la Russie, elle s'est traduite comment? L'empereur du Japon ne mangeait seul à sa table. Il y avait hors de question qu'il y ait un Japonais à venir à sa table. Et bien, un dieu vivant. Un dieu vivant. Pour vous montrer l'appui colossal apporté par Jacob Schiff aux Japonais, Jacob Schiff a eu l'honneur inouï, lui qui n'était même pas japonais, de pouvoir manger à la table de l'empereur du Japon. Pour vous dire la reconnaissance. Et un autre personnage qu'il faut citer, outre Jacob Schiff, il faut citer Ernst Cassel, qui était le banquier au service du roi d'Angleterre, Édouard VII, et qui travaillait avec Jacob Schiff. Ernst Cassel a eu la médaille l'or du soleil levant. Je crois que c'est ça qu'il a reçu. Donc, pour vous dire que ces gens-là, ils ont pesé très lourd. Rien que le fait de manger à la table de l'empereur du Japon, bon, on a compris, c'était vraiment un remerciement. Concerne, comment il s'appelle, Zelensky, oui, il y avait une volonté de la part de Zelensky de conquérir les territoires du Donbass, et finalement, les populations russophones auraient passé un très sale quart d'heure si la chose n'avait pas été arrêtée avec l'intervention russe. Vous savez, c'est la méthode perverse qui consiste à pousser l'autre à agir en créant, vous savez, oui. La personne est tellement acculée qu'elle est obligée de réagir, oh le méchant, alors qu'en fait les méchants, ce sont les Anglo-Américains et les Allemands, il ne faut pas les oublier. Alors quand je dis les Allemands, je précise, les élites allemandes, le peuple allemand, bon. Sinon, voilà, je laisse la alors, parole. Peut-être. Oui, moi, une petite remarque fondamentale, c'est-à-dire que d'abord, c'est l'innocence, la naïveté, la stupidité des gens qui nous dirigent, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, n'est-ce pas? Le pari, c'était puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'en mars 2022, Zelensky, que j'aime pas du tout, qui est une pourriture, qui a fait partie des fameux papers en question, etc., qui est corrompu, oui. Mais il voulait, d'après ce que, si je suis bien informé, il voulait arrêter la guerre, n'est-ce pas? Et c'est quand même des anglo-saxons, et en plus des Anglais, qui l'ont poussé. D'ailleurs, vous remarquez bien que les Anglais, c'est toujours les pouces au crime. Hein. Regardez, c'est encore eux qui viennent d'envoyer les dernières fusées, etc. Voilà. Mais si vous voulez, ce qui me paraît assez caractéristique de ce qui se passe actuellement, c'est que le pari des anglo-saxons, le pari de l'Amérique, essentiellement, c'était que la Russie s'effondre pour des raisons économiques. Et là, malheureusement, ils se sont complètement plantés, puisque la Russie déjà avait eu quelques sanctions en 2014, elle était prête, Poutine a eu l'intelligence de mettre ses réserves d'or, il a imposé le rouble, etc. Donc, comme chacun le sait, les sanctions du pétrole, tout ça, c'est l'échec total. Au contraire, on se rend compte que le fameux PIB, ça c'est une leçon d'économie aussi, c'est que le PIB, c'est pas du tout les facturations. Je suis économiste, je suis docteur d'économie. Bon, mention très bien, prix thèse et médaille de l'université. C'est pas du tout la somme des valeurs ajoutées, quelles que soient ces valeurs ajoutées, mais c'est aussi quelle est la part de l'industrie dans ce... Bien sûr. Si vous vendez des chewing-gums, si Bien vous sûr. Vendez des services et des... votre PIB, c'est quoi? C'est du vent, finalement, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on est en train de réaliser avec la force de la Russie, oui. Qui a une force industrielle et une force militaire. Voilà. Mais donc, pour revenir au conflit, et très rapidement, donc
le grand échec, le grand pari qui a été perdu, c'est l'échec des sanctions économiques, où là, on a cru, notre ministre Bourset qui a complètement échoué, mais surtout, ce que l'on va vivre, mais ça n'engage que votre serviteur également, si je suis bien informé, parce que je suis ces problèmes de très très près, je suis passionné par ces problèmes, c'est que moi, lorsqu'on voit la puissance de feu de l'artillerie russe, hein, n'est-ce pas, le nombre d'obus, de munitions qu'ils ont surtout, on tire, il y a un obus ukrainien contre 6 ou 8 obus russes, n'est-ce pas? Et puis, ils ont encore du stock. C'est que tout cela, à mon sens, va se terminer par, en plus, au-delà de tout ce que peut dire de ces mensonges. Alors, je m'excuse de citer des noms, mais si vous voulez, moi, je lis le Figaro, parce qu'il faut quand même lire un petit quotidien. Je cite des noms parce que je prends un témoin les auditeurs, sans être agressif, qui lisent les articles. Bon, les articles de Madame Lasserre de Laure Mandeville, n'est-ce pas? C'est vraiment orienté d'une façon en revanche, inacceptable. En revanche, j'ai eu le plaisir d'inviter à plusieurs reprises au micro de Radio Courtoisie Renaud Girard, Renaud qui est Girard absolument remarquable et d'une honnêteté intellectuelle. Oui. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Il a fait l'ENA, il est extrêmement brillant. Il a fait Normal Sup. Il a fait l'ENA plus Normal Sup. Oui. Donc vraiment, c'est le doublé majeur. Mais alors, je vais donner la parole quand même aux auditeurs de Radio Courtoisie, si vous voulez bien, et ensuite vous allez réintervenir. Mon cher Jean, est-ce que vous pouvez prendre le relais pour les questions d'auditeurs? Je lis les questions des auditeurs. Cette excellente émission aurait peut-être gagné à avoir la présence d'un expert russe ou binational, tel que Dimitri de Kochko. Je précise simplement à ce sujet que mon avant-dernière émission sur le thème que j'ai évoqué tout à l'heure, comment faire prévaloir la diplomatie, j'avais invité, outre Michel Blin, j'avais invité le porte-parole de l'ambassade de la Fédération de Russie. Mais pour des raisons que vous comprendrez, qui n'est pas très très aisée actuellement, surtout en ce moment même, je voulais faire parler des Français cette fois-ci, mais il m'est arrivé par le passé de faire parler effectivement des représentants de l'ambassade, au même titre d'ailleurs que d'autres pays comme je l'ai fait également autrefois. Alors, Jean Larmande. Un message de félicitations qui est merveilleuse émission qui remet les choses à l'endroit, loin du conformisme bêlant de tous les médias français ou états-uniens et de tous les politicards de droite, de gauche et d'ailleurs, y compris dans les milieux de la droite dite nationale, en dehors des courageux Asselineau et Philippot. Un très grand merci à M. de Rostelan et à ses invités. La qualité et la pertinence de vos émissions n'est évidemment plus à démontrer. Et enfin, il y a une autre... Non, la garderai pour la fin, une autre question pour Pierre Hillard. Pierre Hillard. Oui, pour appuyer les dires de Marc Rousset, il faut rappeler les écrits, les rapports de la Rand Corporation. En 2019... Alors c'est un think tank, c'est le terme en anglais, mais littéralement un réservoir à pensée, un institut de recherche. Un institut d'influence. Voilà, qui est lié à l'appareil militaire américain, intimement lié, et qui a pondu en 2019 un rapport qui en fait annonçait toute la politique américaine pour dézinguer la Russie et soutenir à tout prix l'Ukraine pour qu'elle échappe et qu'elle tombe dans l'escarcelle anglo-américaine via l'UE et l'OTAN. Et c'est très intéressant puisque dans ce rapport de 2019, il est précisé en particulier que les fameux oléoducs gazoducs qui traversaient la mer Baltique, Nord Stream 1 et 2, évidemment, le problème devait être réglé. Alors je rappelle que ces explosions qui sont dues, paraît-il, aux Russes, qui sont vraiment idiots puisqu'ils ils détruisent leur propre gazoduc. Évidemment, l'information est fausse. Vous avez le fameux un journaliste américain prix Pulitzer qui s'appelle Seymour Hersh, qui a pondu un document, un article, un rapport, et qui montre qu'en fait, évidemment, ce ne sont pas les Russes qui sont à l'origine. Oui, mais bon, évidemment, cette information n'a pas été vraiment divulguée. Et récemment, la Rand Corporation a pondu un autre rapport qui est sorti au mois de janvier 2023, Éviter la guerre, où là, ils précisent, je crois que c'est page 12, j'ai encore la référence, ou si je me trompe peut-être d'une page, où ils disent « la victoire ukrainienne est peu probable ». Et là, ils mettent beaucoup d'eau dans leur vin et ils essayent, en gros, alors, je précise, ce qu'ils disent, est-ce que ça va être suivi des faits? Ça, je ne sais pas. Mais ils disent en gros qu'il faudrait essayer de calmer la situation et s'arranger pour ne pas trop laisser de plume dans cette histoire.
Après, donc ce que je dis, ça c'est sur le papier, la théorie, dans la pratique, point d'interrogation, parce qu'il y a une irrationalité parmi ces élites dirigeantes anglo-américaines, une telle haine qu'ils sont capables d'avoir des politiques aberrantes. Et autre élément qu'il faut préciser, qui est un élément absolument capital dans ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que le fond de l'affaire, c'est quoi ? C'est la mise à mort du dollar et par ricochet du pétrodollar. C'est-à-dire qu'on assiste actuellement à une dédollarisation accélérée. Oui, qui est évoqué par la question de l'auditeur. Voilà, c'est ça, c'est un élément clé. Et évidemment, les Russes, les Chinois abandonnent le dollar dans leurs transactions. Vous avez eu, mais en rafale, des accords, par exemple un accord extraordinaire il y a quelques semaines, sous l'égide de la Chine, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui à la fois, eh bien évidemment, le dollar prend une claque. Cela va favoriser la fluidité des échanges économiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, avec en arrière-fond la Chine, avec les fameuses voies commerciales terrestres et maritimes, la route de la soie. Vous avez le Brésil et la Chine qui vont commercer dans leur monnaie respective. Et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Ah, il faut parler des BRICS. Vous avez aussi l'Organisation de coopération de Shanghai. Enfin, tout ça, ça rentre dans une politique, un tsunami en faveur de cette dédollarisation et parce qu'il faut rappeler que le dollar sert à financer les déficits américains. Évidemment, si le dollar est de plus en plus rejeté, eh bien, les États-Unis vont se retrouver à poil. Et un élément, pardonnez-moi l'expression, mais en gros, c'est ça. Et un élément clé qu'il faut comprendre dans cette volonté de dédollarisation, c'est la montée en puissance des monnaies numériques européennes, le yuan chinois, il y a aussi la volonté, ça c'est Poutine, la mise en place d'un rouble numérique, ça il a lui-même lancé, enfin la Douma en particulier. Et rappelez-vous, j'ai eu l'occasion, grâce à vous, d'en parler en 1988. Vous avez la revue The Economist qui avait annoncé à l'horizon 2018, donc, la mise en place d'une monnaie mondiale appelée Phoenix. Alors Phoenix, c'est une monnaie mondiale qui peut porter un autre nom, peu importe. Et sur cette couverture de The Economist, il y avait des billets de banque dollars, entre autres, qui brûlaient. Eh bien, au mois d'avril dernier, 2023, vous avez eu le lancement, en liaison avec le FMI, d'une monnaie monnaie numérique qui s'appelle Unicoin, si on prononce en français Unicoin, qui est cette volonté de mettre en place une sorte de monnaie mondiale numérisée. Et la personne qui joue un rôle clé, c'est un Américain qui a un MBA à Harvard, je me suis intéressé, il s'appelle Hubbard, qui tout en favorisant, en liaison avec le FMI, dont le vice-président d'ailleurs est chinois, je rappelle cette petite incise, ce Hubbard, qui donc est à la tête de la DCMA, je crois que c'est le sigle en anglais pour monnaie numérique, j'ai plus le titre exact en tête, peu importe. Ce Hubbard qui a, en liaison avec le FMI, favorisé le lancement de cette monnaie numérique Unicoin, a travaillé avec la Commission européenne. Donc on voit les allégeances à l'égard de l'Union européenne, mais aussi en 2018, favoriser la diffusion des monnaies numériques à l'invitation de la Banque populaire de Chine. Donc c'est intéressant de voir cet œcuménisme, car vraiment le fond de l'histoire, c'est la dédollarisation, et l'Ukraine n'est que cette bagarre pour finalement affaiblir tellement l'adversaire, soit le russe, soit l'américain, que celui qui remporte la mise, eh bien, il impose indirectement ses concepts monétaires. Et là, dans cette histoire, les Russes, en liaison avec les Chinois, vous avez la rencontre entre Xi Jinping et Poutine au mois de mars, c'est de tordre le cou au dollar, indirectement aussi au pétrodollar. Et là, on est à la croisée de chemin, au carrefour, si je puis dire. Et là, véritablement, ça sera l'avant et l'après. C'est-à-dire que c'est comme en 1945, vous avez le dollar tout puissant, et puis là, avec les accords de Bretton Woods en 1944, et là on est dans le basculement, celui qui remporte la mise, il impose ses vues, et voilà. Alors, je voudrais quand même intervenir, parce qu'on a parlé des responsabilités américaines. Je voudrais souligner que du côté des États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire la superstructure, souvent d'ailleurs assez camouflée, et non pas du tout le peuple dans son ensemble. Ce n'est pas du tout l'Amérique, Et il est certain, par exemple, j'avais posé la question lors de précédentes émissions, si Trump était revenu aux affaires, eh bien Trump avait la volonté de faire cesser immédiatement ce conflit avec Vladimir Poutine.
donc, nous n'enfonçons pas du tout les États-Unis dans le sens de la nation américaine, mais bien les responsabilités, souvent occultes d'ailleurs, qui existent aux États-Unis et dont notre ami Pierre Hillard a démontré la mauvaise influence. Alors, je voudrais donner la parole. Mon cher Marc, vous voulez peut-être intervenir parce qu'il y a beaucoup de questions d'auditeurs. Oui, mais sur le problème financier, juste une chose qu'il ne faut pas oublier, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une erreur, parce qu'ils ont joué, là l'Amérique a joué quitte ou double, en voulant mettre KO la Russie, c'est d'avoir saisi, c'est quand même une chose absolument monstrueuse, les réserves, ça s'est jamais fait ça, de saisir, de bloquer en fait, les réserves en dollars et en euros. Et nous, les Européens qui font la même chose, c'est-à-dire que c'est enlever, c'est donc tuer même la confiance qu'on peut avoir dans une monnaie internationale, et savoir que tout cela, ça finira par, avec ce que vient de dire notre ami Pierre Hillard, selon moi, dans tout ce que font les BRICS lorsqu'ils parlent de créer des devises, vous verrez, là c'est l'ancien responsable d'entreprise qui vous parle, pour moi le grand gagnant, celui qui va tirer les marrons du feu de tout ça, c'est le yuan, qui s'imposera comme une monnaie convertible, parce qu'on s'aperçoit que toutes ces balances, lorsqu'on exporte dans une monnaie, après il faut pouvoir acheter des produits de la monnaie. Bien sûr. Donc tout ça finira, et d'ailleurs la Russie elle-même, elle passe des accords en utilisant le yuan. Deux petites remarques ensuite très rapides, parce que tout le monde doit avoir le droit à la parole, c'est ce côté stupide et foncé, tête baissée des Occidentaux, qui, pour ne pas perdre la face actuellement, nous annoncent encore toujours des bons et des merveilles, mais en fait, on va tout droit dans le mur, et un jour, la vérité va s'imposer. Et c'est ce que j'espère de tout mon cœur, je dis, parce que c'est que cela finisse non pas par un affermissement de l'Amérique sur l'Europe, mais par la destruction, que l'OTAN perde vraiment cette guerre, et que ça aboutisse au contraire à la destruction de l'OTAN. Et dernière chose, pour qui gagne ou par la guerre, et je finis là-dessus, c'est dans les témoignages dont vient nous parler Pierre Hillard, c'est aussi le directeur de l'Institut Max Planck qui vient d'écrire un petit article dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung en disant que tout ce qu'on nous raconte c'est du baratin, que tout ça va finir par l'écroulement de l'armée ukrainienne. Enfin, c'est écrit noir sur blanc dans ce directeur de l'Institut Max Planck, c'est quand même des fondations, c'est pas n'importe qui, et qui dit aussi, il y a quand même des gens qui, en Allemagne, vous avez 30 ou 40%, vous avez le fameux La Fontaine, des gens qui sont quand même absolument, ils sont pas tous aussi idiots qu'on pense, et qui se disent, c'est quand même scandaleux ce qui est arrivé au gazoduc. Les Allemands, un jour, ça remontera à la surface, l'histoire du gazoduc. Oui. Voilà, je me tais pour laisser parler tout le monde, tout un chacun. Merci. Évidemment, tout cela est très dense. Je vous remercie aussi bien Pierre Hillard que Marc Rousset, appuyé par Jean Larmand. Tout cela est très dense. Mais je voudrais donner la parole aux auditeurs, bien évidemment. Et un auditeur dit ceci: si l'on parle des gens de la Cité et de Wall Street, ne faut-il pas citer les livres de Robert Sutton qui démontrent les participations à la révolution russe pour l'un, dont le décryptage de la mission de la Croix-Rouge américaine, essentiellement constituée de banquiers et de gestionnaires de mines, et pour l'autre, le financement de l'Allemagne nazie. Les liens de la couronne britannique Saxe-Cobourg avec l'Allemagne nazie sont aussi édifiants. Je peux répondre à ça. Et puis non, parce que, pardonnez-moi, mais j'ai priorité aux auditeurs. Un autre message. La Crimée, avant 2014, était autonome. C'est exact, c'était la République autonome de Crimée, mais sous couvert de Kiev. La Crimée, avant 2014, était autonome, si bien qu'il y avait un poste de contrôle de police et de douane sur les routes à sa limite. Mais les investissements ukrainiens y étaient faibles, les constructions anarchiques, les infrastructures vétustes ou inexistantes. Dans une des stations balnéaires les plus importantes, un torrent desséché, passant au milieu de la ville, servait d'égout à ciel ouvert et se déversait directement sur la plage. Les constructions envahissaient la plage et empiétaient sur les rues, le tout évoquait un pays pauvre des années 60-70 avec un charme certain, très nostalgique. Il n'y a rien d'étonnant que la population, très majoritairement russophone, ait choisi la Russie en 2014. Alors je confirme ce que dit cet auditeur. Pour moi-même y est allé. La Russie a fait des investissements énormes en Crimée, Yalta, Sébastopol, mais il faut également souligner l'aéroport de Simferopol construit par un architecte sud-coréen et le pont de Kerch et toutes les autoroutes. Donc ça, c'était la deuxième question. Autre question d'une auditrice, pardon mesdames.
qui s'appelle Laura, de son prénom, je ne donne pas le nom par discrétion. Messieurs, certains, dont Vladimir Fedorovski à ce micro, ont affirmé que la CIA a manipulé Poutine en lui faisant croire que l'Ukraine allait attaquer l'Est du pays et le territoire russe. Fedorovski prétend même avoir eu en main les preuves tangibles. Poutine, mordant à l'hameçon, a immédiatement réagi en attaquant ce que voulait Washington pour lui attribuer le rôle du vilain, méchant, agressif, bien courtoisement. Donc voilà cette auditrice qui dit ceci. Arrivent d'autres messages. Une question, s'il vous plaît. Pourquoi Poutine n'est-il pas intervenu beaucoup plus tôt, en 2016 par exemple, suite aux accords de Minsk de 2014? Il aurait réglé l'affaire très vite, aurait eu l'appui ou le silence de Donald Trump, non interventionniste à la différence des démocrates, et aurait évité les morts au Donbass et ailleurs. L'Ukraine, désormais vassale américaine depuis Maïdan, a en effet fait la guerre aux provinces russophones depuis 2014. Et puis, une autre question d'auditeur dont je prends connaissance en même temps que vous. Félicitations, si vous pouvez répondre, que pensez-vous de l'hystérie d'Evelyne Josselin pro-US, même en disant des stupidités sur ce conflit? Je refuse désormais de l'écouter sur Radio Courtoisie. Bene vobiscum. Je ne sais pas, je prends connaissance de ce message et je ne sais pas qui est cette personne. Et puis, un autre auditeur ou une auditrice, bonjour, oui, une merveilleuse émission, immense merci. Toujours un bonheur d'écouter Pierre Hillard, que l'on n'entend jamais assez. Question, on a l'impression que cette guerre n'en finira jamais. Peut-on espérer la paix? Et quel pourrait être le déclencheur de cette paix? Bien cordialement. Alors, je vais donner pour une fois la parole, premièrement, à Marc Rousset. Oui, un petit mot sur l'Ukraine. Hein, comme chacun sait, c'est sur la Crimée. La Crimée a été conquise par Catherine II sur les Turcs. Odessa, il faut le savoir, c'était une forteresse turque en 1700 et des poussières. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 1954 que Khrouchtchev a donné, mais c'était dans le cas de l'URSS, donc c'était... À rattacher administrativement. Voilà, à rattacher l'Ukraine administrativement. Voilà. Pour fêter quoi? C'est ça qui est fondamental. C'était le tricentenaire du traité de Piedoroslav, je mange un peu le terme, qui était la fameuse alliance qui avait conclu et qui a été c'est là où l'histoire de l'Ukraine d'ailleurs elle a basculé complètement lorsque le fameux hetman qu'on l'on voit à Kiev, hein, en face de la fameuse de la cathédrale de la cathédrale très connue dont j'étais moi-même à Kiev, c'était pour fêter sur cette place en question qui est devant cette cathédrale, il y a on voit la statue qui est toujours actuellement de l'hetman Edminski, n'est-ce pas, qui a été un cosaque qui a fait basculer l'histoire de l'Ukraine. Puisque la Pologne avait commencé à faire la conquête et libérer l'Ukraine qui avait été conquise par les hordes tartaro-mongoles. Et ce sont les Polonais qui ont chassé de l'Ukraine les tartaro-mongols. Ce qui fait qu'ils se sont implantés pendant un siècle ou deux, les Polonais, mais les paysans, la population, elle, était de religion orthodoxe, hein, puisque l'Ukraine est devenue orthodoxe en 981. Et donc, ont voulu chasser les Polonais avec l'aide des Cosaques. Et il y a eu ce fameux traité où c'est là que l'histoire de l'Ukraine a basculé définitivement. Elle était russe à l'origine. Bien sûr. Et elle a basculé une deuxième fois définitivement Russie, avec Kiev. le fameux hetman, lorsque, à ce fameux traité en 1654, a conclu un accord avec la Russie pour chasser les Polonais, n'est-ce pas? Et pour fêter le tricentenaire de ce traité historique qui a été le tournant historique que les gens ne connaissent pas de l'histoire de l'Ukraine, Khrouchtchev, en 1954, a offert la Crimée à l'Ukraine. Mais l'Ukraine était russe, et était de toutes pièces. Un Ukrainien... Et on peut même rappeler également que le baptême de la Russie a eu lieu à Chersonèse. À Kherson, en 980. À proximité de Sébastopol. Oui, c'est ça. De Kherson à Kherson. J'y suis allé. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une simple remarque. Alors, il y a de nombreuses questions, mais on va essayer de les lire les unes les autres. Jean Larmande également, parce que nous approchons quand même à un quart d'heure de la fin. Bonjour, qu'est-ce qui empêcherait les Russes de vendre leur pétrole à la Chine dans les monnaies roubles ou yuan avant la guerre en Ukraine, dit cet auditeur.
un autre auditeur. Bonjour mesdames et messieurs, je vous signale que Tocqueville, dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, à la fin de la première partie de l'ouvrage vers 1835, a clairement envisagé un conflit de civilisation mondiale entre les Anglo-Américains et les Russes. Par contre, il n'a pas prévu le réveil de la Chine. Jean Larmande, avez-vous d'autres questions d'auditeurs? Attendez, oui, j'en ai une. J'en ai une pour Pierre Hillard. C'est dans Chrétien Magazine. Et il a lu que votre éditeur Culture Racine a eu son compte bancaire bloqué du fait qu'il vous éditait. Et oui, est-ce que c'est vrai, débloqué? Et ça a été, il a pu retomber sur ses pieds, mais effectivement, mon éditeur, donc Culture Racine, publie courageusement des livres qui ne passeront jamais dans d'autres maisons d'édition, et ça va de soi, en face, eh bien, on n'accepte pas d'un milieu bancaire que certains ouvrages paraissent, et donc c'est tout à son honneur de vouloir défendre la publication de certains ouvrages, et il a pu malgré tout s'en sortir, mais ça n'a pas été facile pour lui. Alors, autre question, cette fois-ci autre point sur l'Allemagne, c'est pas une question. Ne soyons pas trop agressifs contre l'Allemagne. Sa politique et ses décisions peuvent nous être hostiles. L'Allemagne n'est qu'un territoire occupé. Ce n'est que le faux masque contraint des USA et rien d'autre. Alors oui, effectivement, l'Allemagne est un pays occupé. Ne jamais oublier que lorsqu'il y a eu la fameuse première guerre contre l'Irak, en début des années 2000, vous avez eu la tentative de l'axe Paris-Berlin-Moscou, mais on n'a jamais publié en France le fameux accord diplomatique signé entre Schröder et le président Bush fils, le document qui était sur le site de la Maison-Blanche et le site du gouvernement allemand, et que j'ai publié les originaux, Alliance germano-américaine pour le 21e siècle. J'ajoute ce petit élément aussi au sujet de l'Ukraine. Zelensky a reçu pas plus tard qu'hier, lors de son passage en Allemagne, le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Je rappelle que ce prix est accordé aux personnes œuvrant à la démocratie, les droits de l'homme, etc. L'ont reçu Winston Churchill, mais aussi le président des États-Unis, Bill Clinton, on a envie de dire, je croyais que c'était européen, qui rend hommage d'ailleurs à la régionalisation de l'Europe. Et celui qui l'a reçu en premier, c'est en 1950, c'est Richard de Coudenhove-Kalergi, qui est le fondateur de la Pan-Europe. Mais la Pan-Europe est un institut d'essence mondialiste qui a toujours favorisé la diffusion de pensées allant dans le sens de la globalisation. Il y a le fameux rapport de Coudenhove-Kalergi de 1925 adressé à la SDN en faveur d'une gouvernance mondiale avec des blocs régionaux. Alors chaque fois qu'on parle de l'Allemagne, je pense à Marc Rousset qui a écrit un ouvrage merveilleux qui s'intitule Paris, Berlin, Moscou. Oui, Marc Rousset, vous avez la parole. Oui, Paris, Berlin, Moscou, comme concept géopolitique, et surtout, je tiens à intervenir d'une façon assez violente même, j'ai écrit en 1994 avec Alain Perfit La Nouvelle Europe de Charlemagne, qui a eu d'ailleurs un très grand succès et qui s'est vendu par plusieurs milliards. Vous avez un prix de l'Académie. L'Académie des sciences morales et politiques sous la coupole des mains de Pierre Messmer. Oui. Ouais. Voilà, donc c'est un fervent défenseur. Je parle très très bien l'allemand, je connais très bien l'Allemagne, et c'est l'exemple d'un témoin de mon évolution géopolitique justement sur le problème de l'Allemagne. Il n'y a pas eu peut-être un des plus grands fervents défenseurs de ce rapprochement franco-allemand. Je l'ai écrit Urbi et Orbi, et ce livre en est la preuve. Et aujourd'hui, au nom de la raison, et malgré, donc, pour moi, l'Allemagne, c'est une très grande déception, je dis bien, a une grosse Enttäuschung. Pourquoi? Et je vais vous expliquer cela. Selon moi, c'est que l'Allemagne, c'est vrai que les Saxons ont travaillé à Leipzig, mais ça c'est trop facile à dire. Mais j'explique cela de la façon suivante. C'est que il ne faut pas être non plus naïf. Je pense qu'il y a une certaine jalousie de l'Allemagne. N'oublions pas que lorsqu'il y a eu le traité de l'Élysée, déjà, à cause du traître Jean Monnet, d'ailleurs, on a imposé, même De Gaulle lui-même, qui à l'époque était en position de force, on a imposé un préambule. Ça montrait déjà qu'il y avait des forces qui poussaient en faveur de l'Amérique, du temps d'Adenauer et de Gaulle, c'est tout dire. Mais surtout, j'analyse, c'est pas uniquement pour la forme, c'est sur le fond. Lorsqu'on regarde ce désir de non-coopération pour créer une industrie franco-allemande de l'armement, où là, l'Allemagne
montre vraiment un désir de non-coopération. Elle a préféré pendant longtemps, même aujourd'hui, regardez, je l'ai écrit dans plusieurs livres, d'acheter des avions américains, de laisser tomber les hélicoptères, tout récemment de nous trahir pour l'avion de patrouille maritime, etc. Il y a des tas d'exemples qui montrent. Il y a un fameux mouvement d'ailleurs, il s'appelle Vauban, dans l'intelligentsia française, qui suit de très près tous ces problèmes d'armement et qui décrit très bien cette trahison, ce désir. Alors, pour moi, l'Allemagne, c'est beaucoup plus profond. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Actuellement, moi, je suis d'avis de faire paix. Je dis bien, moi qui ai été un farouche défenseur de la rapprochement franco-allemand, parce que je connais bien l'allemand, j'ai négocié pour la Générale des Eaux le rachat, alors que je représentais la Générale des Eaux en Allemagne, n'est-ce pas? Je connais très bien la mentalité allemande. À un moment donné, il faut dire stop. Et il faut faire péter le poing sur la table avec l'Allemagne. Voilà. Il faut que l'Allemagne aussi commence à payer le prix de ce rapprochement avec l'Amérique et leur dire, c'est nous aussi on n'en veut plus. Et je dis bien, je me rappelle avoir échangé à ce sujet, je cite son nom, c'est Éric Zemmour, que moi je suis un ami d'Éric Zemmour, j'ai échangé longuement avec lui. Et je m'étais opposé à l'époque avec lui, parce que je disais, non, ne dites pas ça, n'est-ce pas, de faire ce fameux rapprochement. Vous savez qu'il y a un terme consacré, là, de jouer le rapprochement avec la Russie pour contrer la puissance allemande. Et je dis non, sinon on n'en sortira jamais. Et bien je dis qu'aujourd'hui, ça fera un des thèmes que je développerai dans mes prochains livres, c'est qu'il faut que la France joue le carte du rapprochement avec la Russie. N'est-ce pas? Voilà, parce que l'Allemagne, elle joue, on le voit très bien, elle parle l'anglo-américain, elle est jalouse, elle a la puissance économique, malgré tout, elle sent que la France, n'oublions pas qu'elle est jalouse d'avoir perdu le tiers de son territoire après 45, elle est jalouse, elle n'a pas la puissance nucléaire, elle est jalouse de la puissance militaire potentielle, n'est-ce pas, que n'ont pas su exploiter les successeurs de De Gaulle. Donc l'Allemagne, aujourd'hui, il faut qu'elle se rende compte que son intérêt, c'est de se rapprocher de la France, et il faut que la France, momentanément, arrête de jouer, de courir après l'Allemagne. Il faut leur dire, vous voulez pas de nous. Voilà. Et un des trucs tests, je termine là-dessus, ce sera le fameux SCAF. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de cet avion ou pas? Voilà. Alors, chers amis, il nous reste 5 minutes. Je voudrais simplement évoquer un point particulier, parce qu'il faut essayer de trouver des voies de l'espérance quand même. Je voudrais évoquer le cas de la Hongrie. Je voudrais évoquer le cas de la Hongrie parce que j'ai bien connu l'archiduc Otto de Habsbourg, dont le propre fils est l'actuel ambassadeur de Hongrie en France. Et l'archiduc Otto de Habsbourg est à l'origine de l'ouverture des pays de l'Est avec ce fameux pique-nique entre l'Autriche et la Tchéquie qui a permis l'ouverture du rideau de fer et qui a permis... Bon. Et actuellement, la Hongrie refuse d'obéir aux sirènes internationales à l'encontre de la Russie et donc montre quand même une capacité de dialogue. Et j'aimerais que vous en disiez un mot. Peut-être il y a... Alors, oui, une intervention simplement de Jean Larmande, et puis ensuite, vous aurez chacun 1 minute pour la conclusion. Jean Larmande. Oui, j'ai eu des questions sur le numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre pour ce qu'on a dit pour le voyage en particulier. C'est le 06 07 34 09 60. Je répète, 06 07 34 09 60. Numéro de téléphone de Jean Larmande, secrétaire général du Cercle Renaissance, notamment pour le grand dîner prochainement sur justement le sujet de cette émission. Et puis pour le voyage en Ouzbékistan, nous avons 3 minutes. Vous avez chacun 1 minute et demie. Pierre Hillard et Marc Housset. Moi, juste un petit mot sur Otto de Habsbourg, que j'ai rencontré personnellement au Parlement de Strasbourg, avec qui j'ai échangé, et même, je dois dire, alors qu'il était très pro-européen, qui parlait parfaitement français, qui défendait la langue française comme langue de l'Europe, bon, un combat aussi que trop de gens oublient, le combat linguistique qu'on doit mener, ce qui est fondamental. Mais où j'ai été très déçu, parce que j'ai échangé longuement, je peux vous dire, ça allait même presque à un moment donné, pas jusqu'à la rupture, mais presque, tout ça se passait par échange de lettres. À l'époque, on était en 1994-95, c'était pendant la guerre du Kosovo, et où là j'avais été quand même assez déçu par Otto de Habsbourg, qui était effectivement pro-européen, mais un peu dans l'esprit du fameux Kalouji, là, du fondement de Koudenov, dans l'esprit de ce mouvement pan-européen qui est
poussé quand même l'Europe à rester sous le protectorat américain. À l'époque, ça Et pouvait là, se comprendre. et donc là, j'étais très déçu. Ceci dit, étant autrichien, on peut comprendre aussi qu'il avait des ressentiments contre la Serbie. Alors il faut préciser que Pierre Hillard. Otto de Habsbourg, c'est celui qui a succédé à Richard de Koudenov-Kalergi, le fondateur de la exact. Pan-Europe. Koudenov est mort en 1972. Il faut savoir que celui qui a appuyé la candidature d'Otto de Habsbourg, c'est Georges Pompidou. Et ça, Georges Pompidou, quand on sait ensuite sa politique pro-anglaise, c'est pas vraiment étonnant. Je précise que le fameux discours de Richard de Koudenov-Kalergi de 1950, quand il reçoit le prix Charlemagne, c'est pour mettre en place une Europe unifiée avec, je le cite, une fédération à trois, l'Angleterre, l'Empire britannique, c'est le terme exact qu'il utilise, faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Donc la politique pan-européenne n'est pas une politique qui sert les intérêts de la France, je tiens à le préciser. Enfin, Ni écoutez, l'Europe, ni l'Europe. Et ni l'Europe, mais nous d'abord français. écoutez, apprécions déjà quand même la ligne actuellement affirmée par la Hongrie en Europe qui tranche par rapport aux autres. Ça change de Macron. Mes chers amis auditeurs, j'ai été très heureux de développer ce sujet ô combien difficile avec vous. Et je remercie mes intervenants et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 4 semaines. Merci.